Alors, la première question qu'on va vous poser, sur quoi portait votre thèse en fait? Voilà. On va d'abord résumer rapidement. Voilà, effectivement, ma thèse, c'était une étude expérimentale. Comprenez que la Chine, il y avait une situation, Une étude, la politique, une étude expérimentale. Il y avait la politique de l'enfant unique. Donc, les gens voulaient limiter les populations. Donc, ils étaient obligés de stériliser les femmes. Et quand on les stérilise, il faut trouver les moyens pour pouvoir les aider parce que cette stérilisation va avoir des conséquences. Donc, c'est dans ça que nous, on a fait des études expérimentales chez les rats pour tester d'autres molécules, comme des molécules de supplémentation, pour voir les effets sur cette situation et pour pouvoir fabriquer des produits pour ces femmes en question. Ces produits devaient permettre de faire quoi? Parce que au fait, imagine lorsque on veut stériliser une femme, que on devra faire une ablation de l'ovaire. Les deux ovaires vont enlever. Et quand on enlève, l'ovaire répond de quoi? Pour donner des hormones sexuelles. Donc s'il n'y a pas d'ovaire, il n'y a pas d'hormones sexuelles. En ce moment, ça va avoir les répercussions sur la santé globale de la femme. Donc il faut donner par alimentation ou par traitement hormonal les remplaçants de ces ovaires et de ces hormones. Et c'est sur ça qu'on a travaillé. Donc au lieu de sectionner, on utilise plutôt... Non, c'est sectionné, c'est déjà fait. Maintenant, ce qui a été sectionné fonctionnait, produisait des hormones. Maintenant, les hormones ne sont plus présentes. Donc il faut les produire, il faut apporter. Ah, donc il faut produire, il faut voilà, produire. C'est pourquoi on fait une étude expérimentale pour voir est-ce que, par exemple, c'est les testosterone qu'on a supplémenté et on a vu les effets sur ces rats et on peut les transporter sur les femmes qu'on a poussées à la ménopause. Donc cela voudrait dire que votre étude portait à trouver une solution sur celles qui souffraient de ce qu'on pourrait appeler un déficit hormonal ou pas? Un déficit hormonal, c'est-à-dire ceux qui ont été précipités à la ménopause de façon prématurée. On les a stérilisés d'abord. Oui. Donc il faut prendre aussi les rats, on les met dans les mêmes conditions avec les témoins et on apporte l'estrogène. Parce que les rats, il y a une déficience en oestrogène. Il faut apporter l'estrogène pour voir comment les rats vont se comporter. Mais qu'est-ce qui prouve que ces expériences-là, sur quoi vous basez pour garantir des résultats par rapport à... Les résultats, on fait une étude expérimentale. Par exemple, lorsqu'on prend, parce qu'on a pris 3 groupes de rats, les rats témoins, qu'on a fait une opération fictive, c'est-à-dire ça n'a pas été opéré du tout, et on a pris les rats dont on a fait l'ablation des 2 ovaires, et on a pris autres 4 de rats qu'on a fait l'ablation des ovaires, mais dans leur nutrition, on a ajouté de l'estrogène. Donc vous avez la certitude que ce que vous expérimentez sur les rats peut forcément avoir des résultats tangibles sur les femmes, il y a le traitement hormonal. Voilà, monsieur Camara, lorsque vous avez posé le sujet, vous êtes fondé sur un contexte chinois. Oui. Est-ce que le problème que vous avez étudié était spécifiquement chinois? Est-ce que, par exemple, vous qui avez fait cette thèse-là, est-ce que nous, en Guinée, par exemple, les résultats de cette thèse-là peuvent être transposés, par exemple, à notre réalité? Parce que là-bas, on stérilisait les femmes contre leur gré. Mais ici, bon, est-ce que ça sert à quelque chose? Parce qu'on ne stérilise pas les gens ici. Ça peut servir contre le gré. Un peu, par exemple, les femmes qui sont proches de la ménopause, ça peut les aider. Mais il faudrait que... Ça peut les aider comment? Pour le téléspectateur, il veut savoir. Pourquoi? Parce que quand les femmes sont proches de la ménopause, il y a un dysfonctionnement au niveau de ces hormones. Oui. Il y a une déficience, c'est-à-dire la quantité qui devait être produite, n'est pas là. Oui. Donc il faut aider, il faut apporter. Mais le principe de la recherche peut nous permettre de créer une recherche qui nous ressemble ici en Guinée. S'il y a les moyens, les laboratoires, donc nous on peut aussi imaginer, parce qu'il y a d'autres, par exemple le diabète, les maladies cardiovasculaires, on peut faire les examens, les expériences ici pour voir comment on peut aider ces personnes. On souffre du diabète ici, il y a l'obésité qui est là. Donc, il y a des maladies qui sont là qu'on peut utiliser les mêmes principes pour pouvoir trouver des molécules vraiment qui peuvent nous soutenir. Moi j'ai une petite question là. Vous êtes pasteur vis-à-vis de la religion. Quelle appréciation les religieux apportent à ces expérimentations-là? Est-ce qu'il n'y a pas une certaine contradiction entre votre foi et votre objectivité scientifique? C'est ce qu'on veut dire en fait. Chez moi, il n'y a pas de contradiction parce que lorsque nous prenons la Bible, Dieu va planter un jardin, il va nommer 2 arbres, l'arbre de la connaissance du bien et du mal et l'arbre de la vie. À part ça, il y a d'autres arbres qui ne sont pas nommés. Ces arbres, c'est les connaissances que nous utilisons aujourd'hui. Donc la science est donnée à l'homme pour pouvoir se servir, mais pas pour détruire l'homme.
Donc si notre recherche c'est pour sauver l'homme, il n'y a pas de problème avec ça. Mais ceux qui font des recherches opposées, ça, ils sont carrément opposés à cela. Ça va tuer l'homme, ça va détruire l'homme. Science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Par rapport à votre recherche, vous parlez ici des femmes qui sont proches de la ménopause. Oui, je dis chez nous, dans notre contexte. Dans notre contexte, il y avait un problème déjà créé qu'il fallait résoudre. Maintenant, est-ce que les résultats de votre recherche peuvent apporter des solutions à des femmes qui souffrent d'un déficit hormonal, mais qui sont jeunes, qui sont loin de la ménopause? Il faut qu'on expérimente chez nous, il faut qu'on teste. C'est pourquoi je dis ici, on a le laboratoire, on peut aussi s'aventurer sur le domaine pour voir est-ce que on peut aider ces femmes. Et comme on parle directement sur la personne, il faut faire l'expérimentation sur les rats. Donc il faut connaître ces moyens. Alors l'autre question pour... Oui, Cabinet veut poser une question. Je vais finir après. Maintenant, quel est le rapport entre votre thèse et l'hygiène alimentaire? Voilà, c'est une belle question. Au fait, en Chine, là où j'ai travaillé, moi j'ai fait nutrition et hygiène alimentaire. Vous voyez, tout ça là, ça entre dans la nutrition. Parce que quand on fait une supplémentation, on va ingérer. Ça va passer par le type digestif jusqu'à suivre son chemin. Quand on absorbe, dans le langage simple. Par la voie orale. Parce que, quand on mange. Voilà, quand on mange. Voilà, c'est un vocabulaire qui correspond au téléspectateur. Voilà, mettez de côté le lexique des termes médicaux. C'est un médicament. Pour moi, c'est un aliment que tu vas manger. Et quand tu manges, ça va suivre le processus de la digestion depuis la bouche jusqu'à l'estomac pour entrer dans le sang et puis aller dans les organes. Vous voyez? Donc, c'est une étude vraiment nutritionnelle parce qu'on a fait d'abord, on a vu que lorsque ces femmes ont suivi cette ablation de l'ovaire, la plupart ont développé l'obésité. Donc la plupart des femmes qui ont été stérilisées ont développé le syndrome métabolique. Il y a un dysfonctionnement de l'organisme. Donc ça les a exposés. L'obésité, ça veut dire qu'elles sont devenues grosses. Elles sont devenues excessivement grosses. Voilà. Et remarquez chez nous, les femmes un peu dans la ménopause, chez nous, elles sont vraiment en forme. Voilà. Tout ça, c'est un problème de déficit hormonal. Donc la science peut aider à régler ça. Donc ça peut les aider à faire des régimes, comme on le dit souvent. Voilà. Bien sûr. C'est intéressant. Monsieur, moi je veux faire un petit parallèle. Je sais que vous allez avoir beaucoup de questions. Cabinet va poser une question et vous allez revenir. Voilà. Je sais que vous êtes la science, ça vous connaît. Oui. Alors, merci à l'invité, docteur C, mon co-invité bien entendu. Alors, docteur, vous êtes biologiste, vous n'êtes pas médecin, n'est-ce pas? Je ne suis pas médecin, ouais. Voilà. Quel est le rapport que vous entretenez, n'est-ce pas, avec les médecins? Parce que j'imagine qu'il y a un véritable problème qui se pose en matière nutritionnelle en Guinée. Mais au lieu d'envoyer des médecins suivre cette formation, on a préféré envoyer un biologiste que vous êtes. Alors, vous êtes vice-doyen aujourd'hui d'une faculté à Gamal. Alors, aujourd'hui, quel est le rapport direct que vous avez avec les médecins? Est-ce qu'ils viennent vous consulter ou bien vous partez dans les hôpitaux? Comment ça se passe exactement? Bon, c'est intéressant. Oui. Pour ce que je sais, par exemple, quand j'étais au Maroc, les médecins ont toujours travaillé avec les biologistes. Oui. Parce que pour traiter ou pour diagnostiquer une maladie, il faut pouvoir analyser. Et c'est le biologique qui va te dire quel est le dysfonctionnement, quels sont les taux hormonaux, qu'est-ce qui est augmenté, qu'est-ce qui est déficient, pour que sur cette base, vous allez prendre une décision. Donc un médecin ne peut pas se dissocier d'un biologiste. Quand vous partez à l'hôpital, il y a le laboratoire. Et dans ce laboratoire, c'est les biologistes qui travaillent. Vous travaillez dans ce laboratoire? Bon, ici, moi, je ne travaille pas dans un laboratoire pour le moment. D'accord. Pour le moment, mais j'aimerais. D'accord. Parce que j'ai été formé pour ça. Ok. Voilà. Donc jusqu'à date, vous n'avez pas encore eu en fait des opportunités de collaboration directe avec les médecins. Les médecins guinéens. Toujours dans ce même cadre-là, je pense que sa question est importante. C'est pourquoi l'État guinéen même a jugé nécessaire à ce que cela soit enseigné en sciences expérimentales en Guinée. La différence entre le médecin et le biologiste, c'est qu'on fait sciences maths et expérimentales, savent qu'une partie de la philosophie porte sur ça. Il est demandé au procès de philosophie de faire la différence entre les deux. Et je pense que le biologiste est un scientifique, mais le médecin est un technicien. Nous le savons tous. C'est-à-dire que quand vous prenez le physicien et l'ingénieur, le physicien est scientifique,
Mais quand on applique les lois de la physique, on devient, n'est-ce pas, ingénieur. Autrement dit, la médecine, c'est la biologie appliquée. C'est ce que je dis, ce que je veux dire, mais on va aller doucement. Voilà, les enseignants parlent maintenant, je comprends. Maintenant, par exemple, le médecin, c'est qui? Le médecin, c'est celui qui applique les lois de la biologie. Le biologiste fixe les lois, le médecin les applique. Le biologiste, lui, réfléchit. Comment ça doit? Il reste dans la réflexion, il reste dans la théorie. Il élabore les lois, les principes et les méthodes. Le médecin, lui, maintenant, il vient. Dès qu'il vient, ce sont ces lois-là qu'il va apprendre et il applique. Bon, non, dès qu'il l'applique. Je viens chez vous. Oui. Le biologiste n'est pas théoricien. Voilà, parce que le biologiste va appliquer, mais c'est le champ d'application qui diffère. Le médecin, lui, va traiter directement avec qui? Avec le patient, avec l'homme. Et c'est le pro qu'on a aussi, même vous parlez du reclassement des grades académiques, c'est le pro que nous avons. Les médecins sont plus en avance que nous. Quand oui, je suis d'accord. Voilà. Pourquoi? Parce qu'ils sont directement en contact avec un patient. Pourtant, un biologiste... C'est-à-dire on voit les résultats de leurs travaux au quotidien, comparativement au biologiste. Pourtant, le médecin, lui, il prescrit en fonction des résultats qui sont sortis du laboratoire. Pourtant, un biologiste, il faut aller au laboratoire avec ses rats, partie patata, pour pouvoir te dire, avoir une idée, expliquer. Ça prend du temps. Oui, docteur, je suis d'accord avec vous. Toutes les sciences sont théoriques. Il faut qu'on soit d'accord. Quand on dit bio, qui veut dire vie, logos, science. La biologie est la science qui étudie la vie. Je me fais comprendre. Toutes les sciences sont théoriques. Mais c'est pourquoi il faut faire la différence entre la science et la technique. C'est extrêmement important. La médecine, c'est l'application des lois de la biologie. Mais je suis surpris. Il est là aujourd'hui. C'est le champ d'action, M. Mbali. Heureusement. Ils appliquent, mais c'est peut-être un échantillon qu'ils utilisent en fait. Après, application sur un champ plus large, c'est le médecin. Oui, maintenant là, je le dis que le médecin, c'est celui qui applique les lois de la biologie. On va revenir. Maintenant, je suis surpris par rapport à un fait souvent en Guinée. Pourquoi au concours de recrutement des médecins après le baccalauréat, on ne fait pas appel au sujet de biologie? C'est-à-dire que la biologie ne fait pas partie des sujets auxquels les candidats sont souvent soumis. Merci. C'est une intéressante question. Oui, bon, en fait, la question qu'il pose, on l'a posée au doyen de la faculté, la FCT. On a dit, mais bon, pourquoi dans vous faites la médecine? Pourquoi, quand vous voulez sélectionner vos étudiants par le concours, vous ne donnez pas les sujets de biologie? Parce que c'est la matière fondamentale. Bon, il a essayé de dire non, bon, nous on veut, comme tous ceux qui viennent, il y en a qui quittent la mathématique comme ça, donc c'est là sa réponse, les 5 maths viennent. Donc quand vous donnez un sujet de biologie, celui qui n'a pas fait la biologie va tomber. Donc oui, mais quelqu'un qui n'a pas fait la biologie au lycée, par exemple, mathématiques par exemple, la réponse qu'il a donnée, qui vient prester pour être médecin, je comprends que ça pose problème. Il n'a pas les bases en fait en biologie. C'est pourquoi ceux qui veulent faire la médecine aujourd'hui, il faut faire les sciences maths. Vous avez beaucoup de sens. Pourquoi? Parce que mathématiques, par exemple, en sciences maths, c'est coefficient 4, mais mathématiques en sciences instrumentales, c'est coefficient 2. Mais ils sont soumis au même sujet. C'est pourquoi les 60% de ceux qui sont admis viennent des sciences maths. On va revenir à notre invité, on va poser nos questions. Monsieur Mansaré devait nous aider, oui, monsieur Mansaré. J'imagine déjà l'angle qu'il va aborder. Non, en fait, je veux pas aller trop dans la technique. Au fait, parce qu'il faut qu'on aide aussi les téléspectateurs à comprendre. On est un peu trop dans le langage académique. C'est extrêmement important, je le dis souvent. Il faut qu'on essaie de simplifier en français facile. Au français franco-arabe. Il n'y a pas que des experts. Français franco-arabe. Français franco-arabe. Quel mot de défense? C'est le mot de la semaine, je dirais, ou l'expression de la semaine. C'est franco-arabe. J'ai été tout récemment dans la ville dans laquelle vous avez été. J'étais touché par un vieux qui est malade. Et vous savez pourquoi? Il a été victime de l'effet des produits chimiques à travers le lait et les légumes. Ces enfants ont essayé de faire d'un champ simple et sans les produits chimiques, les produits issus de vaches qui mangent que des trucs bio. Oui. Manger naturel. Exactement. Oui. Le vieux, il a plus de 70 à 80 ans maintenant. C'est un grand scientifique au Maroc. Quand il a commencé à appliquer ces nutritions qu'on peut appeler peut-être hygiéniques, automatiquement, il s'est rétabli, il part à la mosquée seul, sans problème. Comme quoi, c'est notre alimentation qui nous rend malade à tout moment. Nous sommes victimes de notre manière de choisir de nous nourrir. On courit derrière de ce qui est doux, mais qui n'est pas bon généralement sur la santé. Nous, aujourd'hui, à l'approche du mois de Ramadan, déjà les confrères sont en plein carême.
quelles sont les conclusions de vos différents articles et les recherches pour essayer de réorienter la population guinéenne afin que nous puissions purifier nos corps de manière, comment on peut l'appeler, de manière religieuse ou confessionnelle et de même aussi physique, pour qu'on puisse dégager ces... purification spirito-corporelle, si vous le dire ainsi. Alors, docteur, d'abord, hein, la première question, d'abord, avant que vous ne reveniez sur comment est-ce que ce jeune-là, est-ce que le jeune même, il est bon? Parce que, bon, hein, est-ce que le jeune, il est bon? Parce que moi, le lundi, déjà, je suis très inquiet. Hein. Bon, je vais expliquer terre à terre. Déjà. Mais petit, allons-y, on continue. On va expliquer terre à terre, le jeune, c'est bon. Prenons un exemple simple. Notre voiture, c'est que vous avez les moyens de déplacement. Même si c'est les motos, vous faites de la vitesse, non? Pourquoi vous faites de la vitesse? Pour le dynamisme du moteur. Voilà. Pour éliminer les déchets. Parce qu'on trouve que l'huile, par exemple, qui était dedans, n'est plus convenable. Donc, en faisant la vidange, donc on dégage les déchets du moteur, oui. Le jeune, c'est un processus pour faire la vidange. Parce qu'on arrête de donner quelque chose, c'est-à-dire les aliments, de manger au corps. Donc, le corps doit s'arranger. Et en s'arrangeant, ce qui est stocké qui n'est pas bon, ou bien qui est bon, ou de trop, il va utiliser. Je dis aux gens, si vous mangez chaque jour sans repos, mais un jour, vous allez tomber malade. Et quand vous tombez malade, même l'appétit va perdre. Quand on dit, on va te soupler pour manger, pendant un temps. Et pendant ce moment-là, le corps aussi fait sa vidange. C'est-à-dire que si vous ne faites pas la vidange, le corps vous oblige à faire la vidange en vous faisant tomber malade. Oui. Donc le jeûne est bon. Le jeûne est bon. Le jeûne est bon, médicalement c'est bon, spirituellement c'est bon. Spirituellement, on jeûne pour dominer la chair. Parce que la chair aussi parle. Les émotions, beaucoup de les sentiments, mais quand tu jeûnes, tu mortifies la chair. Là, tu peux écouter Dieu qui est esprit. Donc, plus tu as faim, plus tu es réceptif à la parole divine. Ouais. Pour être simple. Oui, pour être simple. Vous n'êtes pas distrait. Oui, vous n'êtes pas distrait. Voilà. Oui. Bon, avant que M. Odilon ne pose, il y a la question de Dr Mansari. Oui, Dr Mansari, il va ajouter, je pense que, moi je voudrais savoir, docteur, j'entends deux expressions, la nutrition et l'alimentation. Ouais. Ok. Les deux expressions là, comment vous pouvez expliquer facilement en français facile. Français facile, français vraiment facile. Effectivement, alimentation et nutrition, c'est quoi? En français chinois. Alimentation. Vous savez, alimentation, c'est apporter à manger la nourriture. Et qui parle de la nourriture, c'est tout ce qu'on a, la viande, tout ce qu'on a comme légumes, comme on a les féculents, céréales, tout ce qu'on a, qu'on peut mettre sur la table. Tout ce qu'on peut manger. Mais la nutrition, c'est autre chose. La nutrition, c'est ce qui peut faire marcher la machine. C'est le carburant. C'est ce qui rentre dans la constitution. Voilà. Par exemple, vous avez une voiture diesel. D'accord? Il doit se nourrir de diesel. Et vous partez à la station, vous dites mettez essence. Ça va pas aller. C'est une alimentation, non? Vous avez alimenté votre voiture. Mais est-ce que ça va faire marcher votre voiture? Donc si on n'est pas... fait marcher l'organisme, c'est ça la nutrition. C'est la nutrition. Ce qu'on apporte, c'est ça l'alimentation. L'alimentation. Donc il faut choisir, parmi les aliments là, il faut savoir choisir ce qui va avec ton corps. J'ai un exemple palpable. Je suis du groupe O+. L'arachide est toxique pour moi. Aussi. La part d'arachide. Quel groupe? Groupe O+. Ah, donc moi aussi, je suis de O+, donc je ne dois pas... Maintenant... Mais tu achètes de l'arachide de samedi dernier. Non, c'est une information. Il faut t'informer, c'est mieux. Donc, O+, ne doit pas consommer. Moi, je pars en Chine, on me donne la bourse plus aisée que le Maroc. Je pars au marché, je trouve les pâtes d'arachide à gogo, à bon prix. Donc j'achète une grande quantité. J'envoie à la maison, je fais le pain, je mets là-dedans. Je prépare avec ça. Mais en quelques 3 mois, j'ai dépassé. Moi qui te mince très bien. J'ai tout gros comme ça. Je ne comprenais pas. C'était en langue. Maintenant, quand j'ai commencé ma spécialité, je me suis intéressé à la nutrition en fonction du groupe sanguin. Et je découvre ce que je vous dis maintenant là. L'effet, c'est pas sur mon corps. J'ai arrêté. Mais pour redevenir en arrière, pour être comme ça, un peu, c'est un travail. Il est facile de prendre le poids. Mais il difficile est très difficile de perdre le poids. Et le souci, quand on s'écrit des soucis. Ah bon.
Si vous pouvez vous créer les solutions, c'est pas ça vous aider. Merci beaucoup. On va poursuivre avec M. Kabiné, oui. S'il vous plaît, voilà. Oui. Voilà. Moi, je n'ai pas encore lu de rapport sur en fait, la nutrition en Guinée, notamment sur la malnutrition. Parce que je sais que j'ai fréquenté beaucoup de villages, de districts, mais j'ai vu beaucoup d'enfants qui en fait... Qui sont ballonnés. Voilà, qui ont le ventre ballonné, qui ont des déformations, etc. Donc, quel est le lien vraiment entre la nutrition et vraiment ces ballonnements et autres là? Donc, deuxième question, c'est de savoir aujourd'hui en Guinée, est-ce que vous avez vraiment un projet qui vraiment va proposer des solutions idoines vraiment contre, disons, ces malnutritions-là? Et peut-être une troisième question, c'est sur ce que vous venez d'aborder, parce que je connais un monsieur là qui a souvent été une star médiatique, qui a abordé la question des alicaments. Je ne sais pas si je... Si alicaments, médicaments... c'est d'utiliser votre alimentation comme votre médicament. Exactement, exactement. Parce bon. qu'on a dit, ma médecine, c'est ce qui se dit. Après je voudrais juste un peu savoir sur ça, quoi. Oui. Après, je voudrais juste un peu savoir. Bon, en fait, en tant que chercheur, nous avons des projets. Si on est à la faculté, bon, il y a beaucoup de thèses, master, mémoire de master qui traitent la malnutrition infantile, beaucoup de choses. Mais le point, c'est pas vulgarisé. Mais quand on vient de découvrir, peut-être on peut envoyer d'autres personnes pour discuter sur la malnutrition infantile. Et qu'est-ce qu'on veut faire? Et c'est pourquoi les établissements scientifiques doivent s'intéresser à ces enfants. Il faut des moyens. Tout ça, on dit, il faut des moyens. On a des projets. On a des projets, mais il faut que ces projets soient soutenus. Parce que d'abord, des enfants qui sont malnutris, qui ont le ventre ballonné, très mince, il n'y a pas la disponibilité de l'aliment d'abord. Dit pour que tu puisses choisir, il faut que ça soit disponible. Si ce n'est pas disponible, c'est tout ce qu'on trouve, on prend. On mange en quantité, non en qualité. En qualité. Donc d'abord, il faut qu'on rende l'aliment disponible. C'est-à-dire atteindre l'autosuffisance alimentaire. Par exemple, pour la Chine, la nourriture est abondante. La nourriture est vraiment abondante. Mais quelle nourriture? Moi, je voudrais non, savoir. quand il dit la nourriture abondante, tout ce qu'il a besoin. Ça dépend maintenant de vos choix, vos nutritions. Vous allez choisir parmi ce qui est disponible, ce qui va avec votre goût, votre santé et tout. Moi, je voudrais savoir, à votre laboratoire, à votre département, quels sont les rapports que vous entretenez avec... quels sont vos liens de collaboration? Comment ça se concrétise, la collaboration avec les organisations qui œuvrent dans le domaine de l'alimentation, comme par exemple le PAM, le programme alimentaire? Donc pour le moment, à la faculté, nous travaillons avec... Est-ce qu'ils mettent parfois à disposition des aides ou bien des programmes? Est-ce que vous associez aussi à des activités? L'UNICEF travaille avec le domaine de biologie, parce qu'on a des étudiants qui font des stages avec eux. L'UNICEF et le PAM. Bon, le PAM, je ne suis pas encore au courant de ça. Jusqu'à après du contraire. Pour une petite question, pour revenir à votre relation tout à l'heure par rapport à la malnutrition et la relation de choisir son aliment. Nous qui sommes profanes, qu'on ne connaît pas exactement ce qu'on doit manger et ce qu'on ne doit pas manger, quelle est la piste de solution qui peut vous dire que votre corps il est bon pour votre santé de manger ça et de ne pas manger ça, et qu'on n'a pas de centre, on n'a pas de clinique pour nous prescrire, pour nous prescrire par exemple. Vous touchez également cette question de dire que on peut dire quand vous êtes de tel groupe sanguin, il vous faut telle nourriture. Est-ce que, en résumé, nous, pendant ce mois de Ramadan, ou je sais pas, pour toute la vie, qu'est-ce qu'on peut faire comme conseil par différents types de groupes, ou par sexe, je sais pas, ou par région, et surtout qu'ici, nous, on ne mange que le riz. C'est le riz qui est disponible. Il se peut que mon corps a besoin de poisson, moi j'ai choisi la viande. Donc, ces genres de choses, qu'est-ce que vous pouvez nous en dire au fait? Vous conseillez, mais on n'a pas le temps. On va rappeler qu'on n'a pas beaucoup de temps, hein, monsieur. Voilà, oui. On va être un peu bref. Ce qu'il dit, c'est important. Pendant ce moment de jeûne, il est très important de savoir comment faire ce jeûne. Parce que imaginez que vous êtes habitué à manger tous les jours. Et un temps donné, vous coupez de la nourriture pour pouvoir manger au moins ou bien 2 fois. Donc, la quantité, l'heure à laquelle vous mangez, il faut savoir quoi prendre. Normalement, quand les gens jeûnent, ils doivent prendre le léger. Manger beaucoup de légumes le soir et laisser le riz là un peu. Parce que n'oublions pas que le riz qui contient le glucose peut être transformé en graisse. Et ça, c'est plus dangereux. Wow. C'est comme si vous avez un magasin et que le magasin est rempli. Mais si le magasin est rempli, vous allez trouver autre place dans votre maison. Parce qu'il n'y a plus de place dans le magasin. Docteur, excusez-moi, quand vous parlez les excès, du riz, c'est du riz importé ou bien le riz du pays chez nous?
Quel est le type de riz parce que vous qu'après, il y a des parle- produits chimiques qui sont dans... Ça, c'est autre Actuellement, tous les ça, même c'est les riz autre- du pays, il y a des autre produits chose. chimiques. hein. Je parle du riz en tant que riz. C'est ça du riz du pays. Le riz de façon globale. Parce que l'organisme a besoin de quoi? A besoin du glucose. Donc quand vous le donnez sous forme de glucides, il a besoin d'une certaine quantité pour utiliser. Et s'il prend ce qu'il a besoin, le reste là, il doit loger quelque part. Et s'il n'y a plus de où loger, c'est pour le diabète, le taux de sucre dans le sang. Donc il va circuler dans le sang. Et il n'a pas où aller. Et là, Donc en fait, la trop grande consommation du riz peut être un facteur de diabète. bien sûr, ça peut contribuer à contribuer. Ah, mais je comprends pourquoi le nombre de diabétiques et dans le pays. Encore, il touche un point important, ça, je viens de réfléchir à ça. Pourquoi nous, chez nous, à la naissance, on mange du riz, on est jeune, on mange du riz, quand on est vieux, on compte de manger du riz. Et ça pose un problème. Il faut que l'alimentation soit adaptée à l'âge. Et je vais faire une étude là-dessus pour voir comment cela peut se faire. Seulement, Les conséquences de ça, quoi. voir les conséquences. Et encore, on a un projet quand même sur la cartographie nutritionnelle de la République guinéenne. Wow. Et c'est un projet, bon, on a des temps là-dessus. On va chercher des financements, bien sûr. Voilà. Est-ce que cela est en lien avec la déclaration récente du ministre sortant de l'Agriculture qui a dit qu'on devrait vraiment diversifier vraiment notre alimentation, surtout de migrer du riz vers l'igname et autres. Oui, c'est pourquoi il y a beaucoup de camionnettes d'igname là, d'igname qui circulent. Sinon, il faut la diversité. dans quand le même, tronc, ça, nous on fait beaucoup d'igname, mais si vous voulez de l'igname, moi-même je peux me transformer en fournisseur. Voilà, fournisseur d'igname, mais le tronc. Il faut aller voir Nanyali s'il est répondu. Docteur, oui, je voudrais même poser deux questions à notre invité. Et la première question, bon, comme c'est une recherche... On va aller vite parce qu'on n'a que 2 minutes. La première question, comme c'est une recherche, je voudrais savoir quelle est votre question de recherche, parce qu'il n'y a pas de recherche sans question. Et la deuxième question, quelle est votre hypothèse? Cela m'intéresse très bien. Bon. La question de votre recherche et l'hypothèse que vous avez formulée. Le philosophe a parlé. Bon, c'est bien. D'abord, l'idée qui est derrière, c'est d'identifier toutes les variétés d'aliments disponibles sur notre pays qui est produit en Guinée et d'identifier les apports nutritionnels et les impacts sur la santé des Guinéens. Bien. Voilà. Moi, j'ai une petite question, mais avant cela, il y a quelqu'un qui vous suit depuis Fès, docteur Omar Kourouma, qui vous salue, qui vous félicite de passage. Merci, le grand Omar, c'est un grand qui nous a tous hébergés à Fès. Exactement. Oui, les anciens du Maroc, oui, allons-y. Effectivement. Maintenant, moi, ma question aujourd'hui, pour nous, les vieilles personnes en Guinée, quels sont les aliments qu'on peut leur conseiller? Parce que vraiment, ce qu'on appelle l'expérience de vie en Guinée est très réduite. C'est la dernière question, M. Mansaré, je vous rappelle. Ok. Pour les vieilles personnes, il faut qu'on change l'alimentation. C'est-à-dire, il faut qu'ils mangent peu de glucides. Le riz, il faut qu'il diminue beaucoup. Et se nourrir beaucoup plus de légumes, des végétaux. Moi j'ai une toute petite question. Mais Alpha, qu'est-ce qu'on vous a dit? La diététique. Quel est le rapport entre la diététique et le nutritionnisme? Le diététicien, lui, il va te faire un problème de santé. Et lui, il te fait une ordonnance, c'est-à-dire un régime que tu veux suivre pour atteindre un objectif. Ordonnance alimentaire pour être simple. Voilà. Là, il va te faire des prescriptions, te suivre. C'est pas facile. Parce que si tu es gros comme moi et il veut devenir petit, bon, on soumet à un régime. Mais il faut respecter ça pour avoir les résultats. Parce qu'on dit qu'il faut perdre tel nombre de calories par jour. Et pour perdre ça, il faut faire tel nombre de temps d'exercice. Donc là, c'est une discipline qu'il faut se soumettre pour atteindre des résultats. Voilà, on va, monsieur Camara, docteur Camara, le mot de la fin. Quel est le message que vous avez à passer à nos téléspectateurs, à nos auditeurs, en tant que chercheur et en tant aussi que quelqu'un qui va impacter sur la société, sur le plan alimentaire? Bon, ce que j'ai à dire, c'est que la Guinée est un pays riche. On a tout chez nous. Et je dis souvent, le Guinéen est très bien alimenté, mais mal nourri. Très bien alimenté, mais mal nourri. Oui. C'est bon. Je pense que c'est une très belle conclusion. Le Guinéen est très bien alimenté, mais mal nourri. C'est la conclusion de cette autre émission de TEG, tout sur l'éducation guinéenne.